Et je suis en pleine forme, oui je sais, le bitcoin et l'argent s'écroulent, les éditeurs de logiciels s'écroulent, mais moi j'ai 3 bonnes nouvelles, c'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle parce qu'on va commenter alors les événements de la semaine, de la journée, de l'heure, pour l'économie, la finance, les marchés et votre argent. Quelle semaine encore incroyable aujourd'hui, cette semaine sur la bourse, sur l'économie, enfin c'est dingue. Au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, j'avais envie de parler, d'être un peu provocateur, est-ce que Trump est en train de libérer le libre-échange? La question macro, l'Europe est-elle rentrée? Allez, j'essaye d'être positif. J'en ai marre de l'Europe bashing. Dans un cercle vertueux, croissance-inflation. Le chiffre de la semaine et la déception, enfin la non-surprise de la semaine. Le chiffre de la semaine, c'est 0,3%, l'inflation en France. Et bien sûr, la Banque Centrale Européenne ne fait rien. En deuxième partie de l'émission, la bourse et l'IA, c'était spectaculaire. On va vous raconter ce qui s'est passé cette semaine, c'était fou. La question d'argent, quel est le placement de la semaine, le top ou le flop, le top 3 des gérants pour 2026 et les actions à acheter ou vendre. Mais vous le savez maintenant. Pour une émission exceptionnelle, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut des invités exceptionnels. J'ai le plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. C'est la chouchou des médias et c'est normal puisqu'elle a le talent de comprendre, d'expliquer, d'enseigner l'économie. Anne-Sophie Alcy, bonjour. J'ai changé ma présentation parce que je sentais que vous l'assiez. Vous êtes, je me suis dit, elle ne va plus revenir. Chef économiste chez BDO France et professeur d'économie à la Sorbonne. Tout va bien? Tout va bien. Rassurez-moi, enfin moi je suis trop vieux, mais les jeunes vont avoir de l'emploi demain? Ils vont en avoir, je pense. Il sera différent, mais ils vont quand même en avoir. Des agriculteurs? Agriculteurs? Bah, vous voyez les besoins qu'on va avoir en termes d'agroalimentaire, oui. Après, c'est sous quelle forme et qui sera gagnant. Donc retour à la terre. Retour à la terre. Des nuages, du cloud au soleil de Sony AM, il n'y a qu'un galop de cheval, Louis de Montalembert l'a franchi. Vous êtes gérant chez Sony AM, vous allez nous parler d'un secteur que vous connaissez particulièrement bien, le secteur de la tech. Absolument. C'est dingue, hein? Ouais, non mais c'est... Non mais on le disait dans le couloir, franchement on n'a jamais vu ça. C'est hallucinant ce qu'on vit. Incroyable. Transformation radicale. Il défend la France avec passion et combat le French bashing avec ardeur. Pierre Chang, toujours positif sur la France. Déjà, je suis très agréablement surpris. Parce que la dernière fois que je suis venu, j'ai été positif sur la France. Vous étiez positif sur la France, donc ça m'avait quand vous venez, et là, maintenant, positif sur l'Europe. En fait, quand je vous invite, je me dis... là, c'est très bien servi. Merci. Vous êtes gérant à la financière de l'Échiquier. Tout à fait. Il n'y a qu'une valeur refuge qui a résisté dans cette tourmente et c'est le franc suisse. Ce n'est pas l'or, ni l'argent, ni le bitcoin. Nous avons donc invité la valeur refuge de l'économie, Patrice Gautry, vous êtes chef économiste de l'Union bancaire privée. C'est vrai que c'est incroyable, hein? Oui, alors on peut dire ça parce que dans ce qu'on a connu nous avec des cheveux blancs, des valeurs refuges, il y avait toutes ces valeurs refuges. Il n'y en a qu'une qui a tenu, c'est vous. Hein? Oui, mais ce qui va nous poser des problèmes d'ailleurs, parce que ça ne peut pas monter. Oui, mais il faut qu'on exporte aussi, donc avec une devise qui s'apprécie, ça crée quelques petits problèmes. Mais quelque part, si on est dans un monde où l'investissement est aussi très important, vous êtes une puissance d'investissement avec une monnaie qui est de plus en plus forte. C'est quand même quelque chose, vous exporterez moins, mais vous gagnerez plus d'argent sur vos investissements. En termes d'investissement, oui. Effectivement. Allez, j'avais envie de jouer un peu la provoque et de parler d'un nouvel économique mondial. C'est la chanson préférée de... Non, Pierre, c'était ça là? Vous voulez danser? Non, il n'y a pas de danse sur ce truc-là? C'est possible, Non, je sais pas. On craignait un retour du protectionnisme avec Trump, avec les droits de douane, et pourtant les deals de libre-échange se multiplient avec Trump ou contre Trump, en réaction par rapport à Trump. Union européenne, Inde, États-Unis avec la baisse des droits de douane, le Canada et la Chine poussent aussi pour avoir des deals de leur côté. Finalement, Anne-Sophie Alcy, est-ce qu'on ne va pas vers un rééquilibrage d'un libre-échange qui avait été détourné par la Chine depuis 20 ans? C'est bien, je ne suis pas du tout biaisé. C'est bien. Oui, dans la question, c'est une question très neutre. C'est une question très neutre. Alors, c'est vrai que quand on regarde, et vous savez que j'aime la profondeur historique, on ne peut pas regarder ça à court terme, on voit un peu ces phénomènes les 15 dernières années. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Après, bien évidemment, avec l'arrivée de Donald Trump, ça s'accentue. Et ce qu'on a pu voir depuis 15 ans, c'est ce qu'on appelle la régionalisation. Donc, on a toujours une mondialisation des échanges, mais les échanges sont plus régionalisés. Donc, on va essayer de plus échanger avec son voisin. Et donc là, on va réduire les droits de douane, avoir... D'accord. Mais
Ça, c'est ce qu'on avait, je suis d'accord. Et là, j'ai l'impression qu'on est passé à une autre phase. C'est comme depuis le Covid, en effet, la Chine a intégré, a vraiment inondé le monde de ses produits. On voit qu'en réaction à ça, il y a vraiment la multiplication d'avoir d'autres partenaires et de diversifier ses partenaires industriels, notamment par rapport aux partenaires chinois. D'où, en effet, tous ces deals, tous ces accords commerciaux. Beaucoup de ces accords commerciaux, il faut faire aussi attention, étaient sur les rails depuis de nombreuses années. Ça ne s'est pas fait en 2-3 jours. Ça s'est quand même accéléré. L'Union européenne, l'Inde. Ça s'est complètement accéléré. Le Mercosur. En raison. Alors, Mercosur, ça fait plus de 15 ans, donc c'est quand même très. Oui, mais ça s'est accéléré aussi. Mais ça s'est accéléré parce qu'il y avait la ratification. Et donc, il y a vraiment l'idée de dire il faut qu'on diversifie nos partenaires commerciaux. On ne peut plus être aussi dépendant de la Chine, parce que c'est vrai que le Covid a mis ça en avant, quand même, cette dépendance. Et donc, il faut d'autres partenaires. En plus, les émergents aujourd'hui sont vraiment les drivers de la croissance mondiale. Donc on voit qu'on est à plus de 4% de croissance, alors que les pays développés sont plutôt à 1,5-2%. Donc on sait que c'est là qu'on ira chercher les nouveaux consommateurs de demain. Donc il y a vraiment ce contexte géopolitique de réaction à la Chine et aussi l'idée d'aller vers des pays où il y a plus de croissance, une démographie plus attractive. Pardon ? De réaction à Trump aussi. Et de réaction à Trump. Alors je dirais qu'il y avait, il y avait déjà cette tendance, mais ça s'est juste accéléré dans le fait de conclure les accords avec son arrivée. Mais ils existaient déjà. On parlait beaucoup de protectionnisme, vous vous rappelez, encore il y a quelques mois. Moi, j'ai le sentiment, voilà, c'est cette nouvelle phase, en fait, d'un nouveau libre-échange, mais j'ai envie de dire plus équilibré. Bon, pour l'instant, il n'y a encore que l'Europe qui est un peu le naïf du coin, mais les États-Unis ont réajusté, ils ont redéfini les règles par rapport à la Chine, qui ne les respectait pas. Nous, on va peut-être les respecter, arrêter de les respecter un jour et avoir le. Est-ce que c'est une tendance ou non, vous dites non, on n'est pas là-dessus? Alors oui, il y a une tendance, mais j'aurais une vision beaucoup plus manichéenne de cela, en sens où ce que l'on observe en ce moment, c'est plutôt un détricotage du commerce mondial, et le libre-échange, pour moi, il est plutôt au musée, il n'est pas du tout renouvelé par ces accords. Les accords tarifaires, on se met d'accord sur un niveau de tarif. On n'est pas en train de les baisser. Tarifs... Entre l'Union européenne et l'Inde, on est dans du libre-échange. Bon exemple. Les tarifs sur le vin français à destination de l'Inde étaient tarifés à hauteur de 140%. Ils sont maintenant à hauteur de 30%. Bon. C'est mieux. Mais 30 c'est pas zéro. Pas dur. Non, mais 30, c'est pas zéro. Oui. Donc, l'Union européenne maintient sa border tax, c'est-à-dire la taxation avec les énergies pour les produits en provenance de l'Inde et en provenance de la Chine. Okay. Donc on n'est pas du tout dans un concept de baisse des tarifs généraux, comme on avait dans les années 90, début 2000, on est dans une partition, un partage en fait du commerce mondial, avec effectivement, comme cela a été dit, ça c'est important, je commerce avec mes amis, je commerce avec mes voisins. Okay. Donc ça, c'est pas du tout du libre-échange. On est au contraire, je dirais, dans le régionalisme agrémenté effectivement de sécurité, d'où la notion de géoéconomie, parce qu'on va sécuriser les approvisionnements et sécuriser aussi, en fait, certains pans de la demande. Donc là, l'accord entre l'Union européenne et l'Inde, ça va mettre du temps. Ça va peut-être plus profiter à l'Inde qu'à l'Union européenne, puisque sur des biens comme par exemple l'automobile, on a des quotas. On baisse les tarifs, mais de toute façon, on a des quotas. Donc, pour moi, effectivement, l'impact sur la croissance... l'idée de dire qu'on est dans une nouvelle phase, vous êtes d'accord, vous voulez rebondir? Non, c'est vrai que je serais parce que les gérants n'ont rien à dire sur ce sujet. Sur ce sujet, tout de même, quand on regarde la tendance vraiment des 15 dernières années, quand on regarde les obstacles au commerce et quand on regarde le part du tarifaire et du non-tarifaire, on voit quand même qu'on est dans une baisse massive du tarifaire. Et pourquoi on a parlé du retour du protectionnisme? Parce que justement, Trump réutilisait le tarifaire, alors que le but, c'était moins de tarifaire depuis 15 ans, et on va vers le non-tarifaire, la norme, etc., pour protéger son marché. Donc là, quand vous dites, en effet, lui, ce qu'il a voulu, c'est énormément remonter le tarifaire. Là, quand même, tous ces accords, c'est de se dire, alors peut-être pas à zéro, mais c'est de vraiment baisser le tarifaire. Donc c'est vraiment la politique absolument anti-Trump qui est vraiment, encore une fois, que sur le tarifaire. Et ça, c'est vraiment la tendance qu'on voit sur la régionalisation. Oui, après avoir... voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, son arme du protectionnisme, c'était le tarifaire, c'était pas le non-tarifaire. Alors que pendant 15 ans, c'était vraiment le non-tarifaire qui prenait, et qu'aujourd'hui, alors que Trump a dit « j'augmente les droits de douane », tous ces accords, c'est quand même pour les baisser, même si c'est pas à néant. Pierre, vous avez un petit peu... C'est vrai qu'en temps de guerre, on bloque le port des ennemis. Oui. Et en temps de protectionnisme, on bloque ses propres ports. Voilà. Donc ça, c'est une phrase de Frédéric Bastiat que j'aime bien, parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le protectionnisme, on a compris que c'est pas quelque chose qui marche sur la durée. Donc c'est vrai que la stratégie de Donald Trump, moi en tout cas,
elle m'étonne parce que ça peut fonctionner sur le court terme, mais dans la durée, ça sera forcément néfaste, je pense, pour le consommateur américain, parce qu'en général, on le voit pas encore, il n'y a pas d'inflation. Voilà, mais bon, ça fait un an, quoi, donc même pas. Voilà, donc je dirais le protectionnisme, c'est pas la solution. Et en Europe, du coup, on l'a compris, mais ceux qui l'ont compris, surtout ceux qui sont, je pense, dos au mur, sont les Allemands. Les Allemands, aujourd'hui, sont en déficit commercial par rapport à la Chine. Les États-Unis se ferment, donc les Allemands ont un besoin urgent de trouver des nouvelles débouchés. Donc ça, c'est le Mercosur. Les Français étaient contre. Et maintenant, l'Inde. Donc maintenant, il faut croiser les doigts pour les Allemands parce que c'est pas sûr que ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est ça la démarche. Je pense qu'il y a une espèce de dos au mur, un peu de panique. Il faut absolument trouver des débouchés. Oui, rapidement. En fait, je pense qu'on a changé de cycle. Il y a eu un premier cycle qui était on recherche de la déflation. En fait, l'entrée de la Chine à l'OMC, c'est ça. C'est ce qui fait que le budget de l'habillement d'un foyer, c'était 11% au début des années 80 et c'est 3% du revenu disponible. Eric Lewin dirait que c'est 1% du vôtre, mais s'il était là. Mais... peut-être un peu plus, mais... Non. Mais en fait, c'est le Covid pour moi qui a changé la donne, c'est qu'on recherche maintenant la sécurité. Et en fait, Trump, avec son capitalisme de la finitude, est encore plus obsessionnel sur la sécurité. Mais le commerce mondial aujourd'hui ne répond plus au prix à tout prix, à la déflation, il répond à la sécurité des... Il y a quand même une volonté de ne pas voir les prix remonter. Tout le monde a peur du retour de l'inflation, y compris Trump, puisqu'il baisse quand même ses droits de douane, non ? Non, oui. Généralement, il les a montés. Il les a montés, mais il les remet. Il les a rajustés, oui. Allez, on passe tout de suite à la question macro qui va faire plaisir donc à Pierre contre l'Europe bashing. Je me suis posé la question cette semaine, je me suis dit, en regardant les chiffres, la révision à la hausse des chiffres de croissance de la zone euro et de l'Union européenne, des perspectives qui n'étaient pas trop mal. L'inflation qui est en baisse, finalement, on n'est pas si mal, non, sur l'économie européenne ? Mais complètement, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce que vous me disiez. C'est pour ça que je... Mais attendez, je... Ne me croyez pas avant ? Non, mais... je crois toujours pas, mais non, c'est ce qu'on disait, en fait, qu'il n'y a pas de crise économique majeure en Europe. Non, c'est autre chose. Voilà. Oui, on a l'impression que ça bouge un peu, quoi. Alors, en tout cas, vu les risques géopolitiques et autres, on voit qu'on est dans une Europe qui, on va dire, s'en sort. En tout cas, est assez stable. Alors, on n'a pas les 3-4% même chinois. Hein. C'est vrai qu'on a des croissances qui restent quand même assez faibles. On voit 1% en France, 1% en Allemagne. On a quand même des locomotives. Hein. L'Allemagne a quasiment 3%. Les pays du Sud qui sont vraiment en revanche et qui ont leur économie quasiment à 3%. Ouais. Non, vous disiez l'Allemagne. Non, pardon, l'Espagne. A déficit qui est maîtrisé en dessous les 3%, alors qu'ils n'ont pas de budget. Donc on voit qu'on a vraiment une Europe qui tient, vu les risques géopolitiques, vous l'avez dit, une inflation qui est aussi maîtrisée. Là aussi, concernant le crédit, alors il y a des hausses, des baisses, mais globalement, il y a du financement des entreprises. Après, le problème, c'est tout ce qui est financement à risque ou d'innovation. Mais voilà, et puis une stabilité politique. Et il y a une stabilité, avec des investisseurs qui nous disent, oui, en Europe, vous avez aussi l'état de droit. Alors ça nous paraît, on se dit, voilà, c'est quelque chose d'acquis, etc. Mais visiblement, c'est important. Vous avez en effet des règles qui sont plus ou moins respectées. En tout cas, vous avez un cadre normatif qui aujourd'hui, avec tous les changements, peut être rassurant. Ce qui est assez étonnant parce que c'est vrai qu'on se dit aussi, et ce qui n'est pas faux dans beaucoup de secteurs, on a une surtransposition des normes, etc. Là, c'est vrai qu'avec ce contexte géopolitique mouvant, on voit que l'Europe peut apparaître comme une valeur refuge, avec certes moins de potentiel de croissance, mais une stabilité. L'Europe comme une valeur refuge. Optimiste sur l'Europe aussi, Patrice ? Alors là, c'est le verre à moitié plein. Je vais faire le verre à moitié vide. Il n'y a pas de leadership politique. En Europe, on n'a pas de technologie. Heureusement en ce moment, non ? Alors peut-être heureusement, ça permet de rentrer. De cancre. Non mais regardez, c'est très drôle. Juste une seconde, le CAC 40 qui baisse pas parce qu'on n'a pas de valeur techno. C'est quand même très drôle. Alors il a été un peu pénalisé par des LVMH. Oui, mais bon, quand vous voyez ce qui s'est passé cette semaine, on n'a quasiment pas bougé. Donc il y a ça. Pardon. L'Allemagne, effectivement, elle tire. On peut, si on est, alors là, j'emprunte un peu le côté plein, si on est vraiment très positif sur l'Allemagne, on pourrait avoir du 1,8% au quatrième trimestre en Allemagne. Je pousse. Là, vous êtes très optimiste. Mais oui, à force de voter des budgets, la défense et des infrastructures, ça va finir par ruisseler. C'est en train d'arriver, les indicateurs mensuels sont en train de nous dire qu'il se passe quelque chose. Si vous enlevez l'Allemagne dans la zone euro,
et même avec l'Espagne encore qui tire à 2, eh bien vous êtes à 0,8%. Ouais. Donc c'est pas encore très glorieux. Moi je dirais on est en train peut-être d'ouvrir un nouveau chapitre, mais c'est qu'une préface. Donc il va falloir effectivement que ça accélère et que ce soit durable. Et c'est là le problème effectivement de l'Europe, c'est de dire que on va accélérer sur l'année 2026, mais il faudrait que la tendance et que le relais d'investissement, de gain de productivité, c'est ce dont on est en train de parler aux États-Unis, se rendent pérennes en quelque sorte, que ce ne soit pas simplement une reprise cyclique. Pierre voulait... Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'en France, on a 0% d'inflation ou à peu de choses près, mais ça va repartir un petit peu apparemment, d'après ce que j'ai compris, sur le reste de l'année. Mais en Europe, on a de la croissance et on a des taux qui sont une inflation qui recule légèrement. Donc ça, je veux dire, boursièrement parlant, c'est génial. On a plutôt des c'est l'alignement de planète que vous souhaitez, vous. Des taux qui baissent, avec une croissance. On n'est pas en récession, avec une croissance qui tient, voire même et un retard technologique. Donc je veux dire, ça, boursièrement parlant, moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que c'est difficile d'avoir un crack fondamental continu et je veux dire durable dans ce genre de contexte. Donc c'est pour ça que moi je suis plutôt positif. Maintenant sur le leadership européen, là, je veux dire, on pourrait en parler. Il y a un défaut de gouvernance en Europe, c'est évident. Donc c'est ça le problème. Très rapidement. On parlait du monde qui change de manière catégorique avec des innovations technologiques telles qu'on n'en a jamais vu de notre existence. En fait, on est totalement largué. Je suis désolé, mais on est totalement largué. Et donc, le monde de demain se fera, pour l'instant, à mon sens, sans l'Europe. Oui, mais du coup, on n'essuie pas les plâtres. C'est-à-dire qu'on pourrait... Ah, super. Non, mais vous savez quoi, on ne devrait pas avoir l'électricité non plus, du coup, pour ne pas essuyer les plâtres. Surtout pas l'électricité, c'est là où on est très fort. Donc non, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est le principe de précaution qui est dans notre Constitution, c'est une calamité. Ouais. Et ça nous met à l'écart de tout. Anne-Sophie, répondez-lui. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas du tout votre analyse quand vous regardez les projections, parce que l'idée, vous l'avez dit, c'est la tendance sur les 10-20 prochaines années. De quoi on va avoir besoin, notamment avec la transition écologique, d'énergie pas chère, décarbonée. Qui est aujourd'hui dans le monde des pays qui sont leaders dedans? C'est super, mais on consomme surtout de la technologie américaine. Oui, juste répondant à ces questions. Quand vous avez ce débat sur la Chine, on dit, regardez, c'est une grande puissance également industrielle. Il y a aussi plein de problèmes chinois internes. Le vieillissement, le fait qu'il ne soit pas diversifié, l'endettement et la crise du secteur immobilier. Est-ce qu'on en parle? La Russie, aussi, mais la Russie, on en parle. Oh là là, grande puissance, etc. Est-ce que la Russie est une puissance économique quand vous retirez les hydrocarbures? Mais non, mais et les États-Unis, la Russie n'est pas les États-Unis, mais il parle des États-Unis surtout. Bien sûr qu'il y a la tech, etc. Mais à part la tech, vous avez regardé les autres secteurs industriels? Est-ce que ce sont des secteurs qui sont excessivement... Vous l'avez regardé, Louis Montalon? Elle a repris son truc de prof, là. Je suis désolée. On dirait la prof, là. La place de la technologie, on ne peut pas dire les autres secteurs. Il y a un moment, c'est... Non, mais ce que je trouve assez étonnant, c'est que là, en effet, la Chine, puissance industrielle, pas de sujet, et technologique, et les États-Unis technologiques. Nous, en Europe, on a des secteurs comme on en fait l'énergie décarbonée, la défense, et ça compte pas. Si, donc, à mon sens, quand on parle de gouvernance, il y a aussi un problème de mentalité de l'Européen. Zéro. Vous êtes exclu du cours d'Anne-Sophie Alsi. Il fallait on passe tout de suite au chiffre de la semaine. On a des chances, des grandes chances. Ah la vache, j'aimerais pas l'avoir en cours. Le chiffre de la semaine, 0,3%. Comme d'habitude, l'inflation s'est effondrée en France. Comme d'habitude, elle a chuté en zone euro, on s'y attendait, mais comme d'habitude, la BCE n'a rien fait. Comme d'habitude, Christine Lagarde est contente d'elle et contente du statu quo. Comme le chantait notre grand Claude François, je me lève, je la bouscule, elle ne se réveille pas, comme d'habitude. Patrice Gautry, d'abord l'inflation qui baisse. Alors l'inflation baisse, oui, on a un jeu qui est plutôt de comparaison favorable, qui malheureusement en fin d'année redeviendra un peu moins favorable puisqu'on a eu des baisses de prix au mois de septembre. Et donc là, on aura des comparaisons annuelles qui, en France, peuvent revenir aux alentours de 1%. Sauf si le pétrole continue sa baisse. Alors effectivement, là, si l'euro monte, si le prix du pétrole continue à baisser, et c'est le prix du pétrole... Alors là, effectivement, on restera sur des niveaux d'inflation relativement faibles. C'est la baisse des prix de l'énergie. En dehors de la France, quand on regarde dans la zone euro, on est avec une baisse des prix de l'énergie. Christine Lagarde l'a rappelé lors de sa conférence de presse, moins 4% sur un an. Il y a encore quand même de l'inflation, parce que l'inflation dans les services, alors c'est plutôt 2% en France, c'est 3%, un peu plus de 3% donc en zone euro. Ça met du temps à descendre. C'est aussi
à peu près 3%, 2,5, 2,7 aux États-Unis. Donc l'inflation mondiale, elle existe encore dans les services parce qu'il y a du pricing power et parce qu'aussi il y a de la demande par rapport à des biens manufacturés. Les biens manufacturés sont plutôt en baisse. Alors, pas aux États-Unis parce qu'il y a un peu de tarifs qui passent, mais on voit bien qu'on est sur une tendance décroissante dans les pays développés. Donc il existe encore l'inflation. Il existe, Jean-Marc Daniel, il dit qu'il n'y a pas d'inflation. Il y a de l'inflation dans les services parce qu'on est des économies qui sont portées par les services aujourd'hui. Et après, on le voit dans certains pays, comme les pays anglo-saxons ou le Royaume-Uni, il y a des hausses de coûts, mais les entreprises ne peuvent pas répercuter, ne peuvent plus, ce qui n'était pas le cas auparavant, ne peuvent plus répercuter leur hausse de coûts sur les prix finaux en raison de la compétition et de la concurrence. L'inflation au passé en Europe, en zone euro ? Alors, bon, c'est vrai que la tendance, c'est pour ça que vous dites pourquoi elle ne baisse pas les taux. Il y a, on va dire, une politique là un peu plus. Moi, je pense que c'est ça, c'est qu'il y a vraiment encore de l'inflation et surtout de l'inflation dans les services. Et qu'on attend aussi de voir ce que la relance en Allemagne va avoir comme conséquence. C'est quand même l'économie allemande, c'est vraiment quand même le premier baromètre, je pense, pour la Banque centrale européenne. Donc, je pense que tant qu'on n'a pas d'effet d'être vraiment sorti durablement de cette crise inflationniste, même si bien sûr là on en est sorti, les prévisions le montrent, je pense que c'est pour ça qu'on reste dans un certain statu quo et surtout elle attend de voir, je pense, l'impact du plan d'investissement vraiment sur la reprise de l'Allemagne. Ça, je pense que c'est vraiment... D'accord, mais on en parlait avant l'émission, il y a quand même le facteur de l'emploi. On voit quand même qu'il est en train de se passer des choses au niveau de l'emploi. On voit que, évidemment aux États-Unis, mais même en Europe, on voit que l'emploi cale, que les entreprises embauchent peu ou plus. Ça, c'est quand même un facteur qu'elles devraient regarder, non ? Alors oui, notamment en Allemagne, puisqu'on a vu dans l'industrie qu'il y avait des difficultés. Donc là, il y a eu vraiment un impact aussi sur l'emploi manufacturier, ce qui était quand même moins le cas en Allemagne, en Italie. Vous l'avez dit, beaucoup de secteurs, on disait avec l'impact de l'intelligence artificielle, mais là aussi, je pense qu'elle est beaucoup plus dans un statu quo et d'avoir vraiment les vraies conséquences. Là, on commence, c'est le début. On commence à le voir, mais on n'a pas encore les énormes impacts sur vraiment. On n'a pas d'explosion du taux de chômage en zone euro. On n'est pas dans ce scénario. Non, mais les devises aussi, ça pourrait peut-être. Oui, l'euro qui est fort aussi. Donc, regardez l'Espagne. Vous dites, l'Espagne c'est quasiment à 20% de taux de chômage. Là, bon, ils ont encore un taux de chômage élevé, mais ils sont 2 fois moins, à 10. Donc ça reste très élevé. Mais donc on n'est pas du tout dans un scénario d'explosion du taux de chômage, de faillite. On est beaucoup plus dans un scénario d'attentisme et de se dire il y a des risques, donc j'attends. Et en effet, les entreprises embauchent, ou en tout cas attendent d'embaucher pour savoir ce qui va un petit peu se passer. Pour la France, c'est pas bon. Je veux dire, on a pratiquement plus d'inflation et on a des taux européens à 2%. Ouais. Oui, mais on fait partie de la zone euro. Alors, c'est pas bon et c'est bon parce que ça crée du pouvoir d'achat. Parce qu'aujourd'hui, les salaires sont plutôt autour de 2%, les hausses de salaire, je parle de votre contrôle. Et quand on a un inflation qui est autour de 1, nous on le voit dans l'épargne. Une partie de l'argent que vous collectez et qu'on voit dans les circuits d'épargne, il vient de cette amélioration. Pour l'investissement, pour les créations d'emplois, ça, c'est peut-être... Oui, mais ça ruisselle sur l'investissement. J'ai une question, Patrice, juste. C'est intéressant ce que disait Anne-Sophie, mais pourquoi justement pas baisser et quitte à réajuster à la hausse ? C'est-à-dire, quel est le problème ? Je sais bien qu'on ne fait pas du trading de taux, donc elle ne va pas faire ça tous les mois. Oui. Mais quel est le problème d'aller un peu plus loin dans la baisse des taux, quitte à les remonter après ? Alors, l'argument a été servi, c'est de regarder comment va se comporter l'Allemagne. Oui. Il y a un deuxième argument qui a été donné, c'est les négociations salariales. Mais là, je ne pense pas. On est sur une tendance au ralentissement. Et je serais un peu comme vous en disant une banque centrale peut baisser une année, remonter l'année suivante. Les États-Unis l'ont fait plusieurs fois. Les États-Unis le font. Les banques des pays émergents qui sont en Asie comme dans d'autres pays qui sont relativement bien gérés se joue d'audace à aller chercher des taux. Pourquoi on peut le faire ? Et là, c'est effectivement l'argument de financement des entreprises. Quand on a regardé la dernière enquête là, qui vient de sortir cette semaine de crédit, de l'évolution du crédit et de la demande de crédit au sein de la zone euro, il y a quelque chose qui m'alerte un petit peu, c'est que les banques sont en train de freiner sur l'octroi de crédit aux entreprises, avec des disparités qui sont très importantes entre les différents pays de la zone euro. Ça peut être problématique. Si on veut une croissance européenne qui gagne en maturité, avec une Europe qui gagne aussi ou qui rentre dans des nouvelles technologies, dans les infrastructures et qui finance de la défense, eh bien effectivement on pourrait jouer d'audace en allant chercher un peu de baisse de taux pour être sûr qu'il n'y ait pas un goulot d'étranglement ou du moins un robinet du crédit qui se ferme, alors qu'il ne se ferme pas pour les ménages, il ne se ferme pas pour l'immobilier et l'immobilier n'est pas moins ni plus risqué que l'investissement des entreprises.
On se retrouve en deuxième partie de l'émission et on va se poser la question. D'abord, on va raconter ce qui s'est passé cette semaine à la bourse face à l'IA, c'était dingue. Les prévisions de nos gérants pour 2026, le placement de la semaine, le top ou le flop, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino. Et pour commenter cette semaine de dingue, Patrice Gautry, Pierre Chang, Louis de Montalembert et Anne-Sophie Alsif, vous avez failli vous faire jeter de l'émission. On vous a repêché entre les deux parties, mais n'y revenez pas. Hein. Les marchés cette semaine, waouh. Le paradoxe de l'IA, donc elle a tiré la bourse avec les valeurs tech et maintenant elle est en train de détruire des pans entiers de la cote comme les éditeurs de logiciels ou encore les agences de com. Louis, vous pouvez, alors on voit qu'on tourne autour de zéro, on voit que les valeurs tech américaines sont sous pression, on voit que le CAC résiste bien, on a de la chance, on n'a pas de valeurs tech ou très peu. Qu'est-ce qui s'est passé en fait cette semaine ? Ce qui s'est passé cette semaine trouve son origine dans une annonce de décembre de l'année dernière de Anthropic qui a annoncé la sortie d'un module qui s'appelle Cowork, qui s'est autoprogrammé à 90% et qui est à l'origine de tous les nouveaux agents IA qu'ils sont en train de créer. Notamment, ils ont annoncé un agent IA qui faisait le travail juridique et tous les traitements de données. Donc ça a emmené toutes sortes de providers de données. Les S&P 500, voilà. Les Moody's, les tout ça est parti à la cave. Là, on vient d'annoncer Opus 4.6 qui a un module financier. Donc, nos métiers, peut-être qu'à la place de Pierre Chang et moi, vous aurez un moment ou l'autre. Mais non, sauf que moi, je ne serai pas là non plus. Il y aura aussi et donc, en fait, c'est une remise en cause complète de tout ce qui s'est passé dans les 30 années passées, c'est-à-dire la logicialisation des entreprises. C'est ça. Et là, on entrevoit une possibilité de la délogicialisation du monde économique. Oui, et c'est-à-dire ce que je parle sous votre contrôle, mais Anthropic peut générer un éditeur de logiciels personnalisé. Il y a une BC qui a fait un test et qui en 1 heure a programmé un logiciel copycat de Monday.com qui était une de mes valeurs favorites, paix à son âme, il y a encore 12 mois. Je crois qu'il est encore dans mon portefeuille, j'ai oublié de l'enlever ici, en 1 heure. Voilà. Donc là, on parle d'un éditeur israélien, donc des gens qui sont quand même qui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Et qui va disparaître. Et c'est pas le seul. Et donc, en fait, la question, c'est à qui le tour ? Voilà. Alors moi, je suis fasciné, Pierre, par le fait que il y a encore ce côté un peu gadget quand on parle de l'IA, et on s'aperçoit pas en fait, et on l'a eu cette semaine, ça a été spectaculaire, et on n'a pas parlé des valeurs du secteur de la com. On a vraiment l'impression que l'IA est en train de bouffer secteur après secteur. Ça vous inquiète, vous, par rapport à votre portefeuille ? Est-ce que vous vous dites d'un coup, je regarde toutes mes valeurs en me disant, mais en fait, qui va disparaître, quoi ? Déjà, je pensais que vous alliez me dire que vous étiez impressionné par la performance du CAC 40 depuis le début de l'année. Non, parce que c'est la performance du camp. Quand on est derrière, on peut pas baisser. Même quand c'est bon. Voilà. Donc, non, c'est sûr. Bon, moi, sur les logiciels, c'est intéressant parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de managers, d'éditeurs de logiciels ces derniers temps. Il y a plusieurs sons de cloche. Donc, il y a ceux qui disent vous inquiétez pas, tout va bien en 2026, on va faire de la croissance. Mais le marché, c'est pas ce qu'il regarde. Le marché, il dit dans 10 ans, vous allez encore exister. Il faut dire que les valos étaient très élevés. Oui, en plus, les valos étaient élevés. Ensuite, vous avez d'autres acteurs qui disent moi, je me frotte les mains parce que grâce à l'IA, je vais pouvoir virer la moitié de mes développeurs parce que j'ai plus besoin d'eux. Donc, je vais diminuer mes coûts. Je dis ça aussi, c'est une stratégie à courte vue parce que, en fait, ceux qui auront beaucoup de développeurs et que chaque développeur, s'il peut produire 10 fois plus, c'est là où vous allez conquérir des parts de marché, surtout si vos concurrents licencient des développeurs. Voilà. Et ensuite, vous avez la troisième catégorie qui dit, moi, je peux produire énormément plus. Voilà. Et donc, c'est un peu l'exemple de CNBC, c'est-à-dire qu'en 1 heure, on fait quelque chose qu'on faisait en 2 ans avant. Et là, je pense que dans le monde du software, je pense que vous avez des acteurs qui vont profiter de ces productivités accrues de manière considérable. Oui. Donc, je pense que... Mais il y a des pans entiers qui vont disparaître. Voilà, exactement. Donc, bien évidemment, il y aura des perdants, des gagnants. Et l'erreur, je pense, pour un éditeur de logiciel, c'est de rester sur un modèle hybride. C'est-à-dire qu'on fait du logiciel comme avant, mais en même temps, on met quelques briques
IA. Non, je pense que là, il faut presque refaire une gamme pure IA à côté. Voilà. Donc, c'est vrai que les IA natives, les éditeurs IA natives, sauf que les prix... Voilà. Et on n'a pas besoin d'éditeurs, en fait. Bon, pas seulement. Bon, déjà, il faut distinguer ce qu'on appelle les applicatifs qu'on utilise et les logiciels d'infrastructure. Bon, on va les mettre de côté. Mais sur les applicatifs, le sujet, c'est que ça va être des agents de plus en plus qui vont travailler. Donc, le workflow d'un agent n'est pas le même qu'un homme. Et un logiciel, c'est quoi ? C'est jamais qu'une interface homme-machine. À partir du moment où on réduit l'importance de l'homme dans cette interface, voire même on l'enlève, puisque ça va être des agents. En fait, on peut imaginer qu'à terme, on aura une interface en prompt à laquelle on demandera et qui ira chercher les données nécessaires, fabricants, etc. Et donc là, on efface complètement le logiciel. C'est aussi la possibilité. En fait, moi, je ne tranche pas le débat. Le problème, c'est que tant qu'il y a un débat, il n'y a pas de valeur terminale. Il faut se rappeler, moi je me rappelle de Téléperformance. Téléperformance aujourd'hui, ça vaut 3 fois son free cash flow. C'est toujours une énorme boîte, ça fait peut-être 0 de croissance au lieu de plus 15, mais personne n'est sûr qu'il y ait une valeur terminale. Enfin, la plupart des gens pensent qu'il n'y a pas de valeur terminale, et donc on ne peut plus valoriser ce genre de boîte. En fait, c'est tant que le débat est là, savoir si ça va survivre ou pas, comme on ne le sait pas, il n'y a plus de flux. Il y a d'autres sujets. Il y a eu ce sujet-là, et puis il y a eu l'autre sujet, notamment avec les comptes de Microsoft, c'est-à-dire de l'autre côté, il faut continuer à investir des sommes massives pour survivre. Je veux dire, si Google ne met pas 250 milliards par an, ils ne vont pas survivre. Si Microsoft ne met pas 200 milliards, ils ne seront pas dans la course. Et on ne sait pas si cet argent sera rentable un jour. Alors, d'abord, je ne pense pas que c'est pour survivre, parce que la vérité, c'est qu'ils le mettent sur la table parce qu'ils ont une demande qu'ils n'arrivent pas à adresser. Okay. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on est sur un chemin qui a commencé en 2016 avec l'invention du deep learning par DeepMind et AlphaGo. On est sur ce chemin où il faut augmenter la puissance de calcul parce qu'on a des breakthroughs technologiques. Et en fait, aujourd'hui, on a parlé des LLM, on trouve ça formidable. Après, on est passé à la vidéo, ça demande encore plus de capacité. Et derrière, on comprend qu'on va passer à ce qu'on appelle physical AI. C'est-à-dire, oui, d'accord, mais derrière, est-ce qu'on a un modèle de rentabilité ? C'est ça le sujet. Le sujet, c'est là, ils ont annoncé que des gros géants de la tech, ils allaient investir 650 milliards en 2026. Est-ce qu'il y a un modèle de rentabilité là-dessus ? Vous le dites vous-même, à partir du moment où on aura tous ces agents, est-ce que vous allez être prêt à payer plus que quelques euros pour ça ? En fait, vous allez avoir une volumétrie. Je pense que l'objectif de ces acteurs d'IA, c'est de remplacer beaucoup de secteurs. Donc, c'est extrêmement déflationniste pour l'économie. D'accord ? Il y aura besoin de beaucoup moins de travailleurs. Donc, les biens et services doivent baisser de prix catégoriquement. Mais ils misent sur la volumétrie extrêmement importante pour pouvoir générer. Mais est-ce qu'on a le business model aujourd'hui pour rentabiliser ? Parce que quand vous dépensez 650 milliards... Non, mais on rentre dans un nouveau monde. On rentre dans un nouveau monde. Anne-Sophie, vous, j'imagine, c'est votre métier de vous projeter en économie. Ça, nous, on n'arrive pas à voir à un mois. C'est-à-dire que ce qui vient de se passer ce mois-ci, on ne l'avait pas vu il y a 2 mois. Il y a quand même un facteur d'accélération sur l'IA qui est phénoménal. Comment vous intégrez ça dans votre vision de l'emploi, par exemple, à moyen et long terme ? Alors ça, c'est vrai que c'est compliqué. Comme vous l'avez dit, il y a très peu d'économistes qui quantifient. On sait qu'il va y avoir des secteurs très impactés. On l'avait vu, vous voyez, sur les marchés, et que vous allez avoir des emplois qui vont être créés, mais on ne sait pas encore tous les emplois qui vont être créés. On ne les connaît pas encore aujourd'hui. Mais je voudrais vous dire, pour l'instant, quand on se parle aujourd'hui, non. Mais on avait les mêmes débats pour la transition écologique. Rappelez-vous, en disant, voilà, il y a plein d'emplois qui vont disparaître. Ce sera quoi les emplois qui vont être créés ? C'est un peu différent. Donc, c'est différent, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des transitions. On a toujours eu dans le capitalisme des transitions avec de la destruction et de la création. La création, c'est où ça va être créé déjà. Donc, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il va sûrement y avoir en effet des secteurs perdants et gagnants. Vous allez sûrement avoir, et moi c'est un peu plus ça qui est assez intéressant, c'est qu'avant il y avait aussi un petit peu un pacte social, c'est-à-dire que vous aviez accès à des études, vous faisiez des études supérieures, vous accédiez à la classe moyenne, et on va dire que vous apparteniez à, on va dire, en termes de volume, la majorité de la population, et que vous savez, informaticien, etc. Voilà. Là, je pense, voilà, et je pense qu'en fonction des secteurs, vous l'avez dit, un logiciel, la communication, vous avez des secteurs entiers
qui vont être très, très, très impactés, et d'autres, là, en effet, vous êtes mathématicien ou pas développeur, mais bien au-dessus, vous allez être très, 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 très demandé. Mais il faut un mathématicien au-dessus pour 100 c'est ça le sujet. Qui ont disparu. Et à mon sens, vous pouvez vraiment avoir affaire à une fragmentation importante de la classe moyenne, où avant, vous aviez, en fonction de votre niveau de compétence, globalement, les mêmes niveaux de perspective et un petit peu de salaire. Et ça, peut-être beaucoup moins. Est-ce qu'on n'est pas justement, c'est passionnant d'un point de vue économique, dans la première révolution industrielle qui ne soit pas une destruction créatrice? Elle est créatrice de valeur, mais peut-être qu'elle n'est pas créatrice d'emploi. Alors, elle change la nature. Donc, c'est trop définitif pour aujourd'hui. Comme cela a été dit, on manque d'éléments sur la finalisation pour dire que c'est destructeur. On aurait pu dire la même chose au début d'Internet. Et en fait, et c'est ce sur quoi, quand on regarde les discours stratégiques des entreprises, pour répondre effectivement à ce problème de monétisation, c'est de dire, en fait, cette nouvelle offre va créer une nouvelle demande, et cette nouvelle demande, on sera capable de la monétiser. C'est un pari pour le futur. Là, on crée un écosystème complètement différent. Alors, peut-être qu'en valeur, vous avez raison. C'est intéressant. Sur l'emploi, je me dis, moi, ça fait maintenant plusieurs années qu'on me répète la même chose. Il y a des emplois qui vont être détruits, il y en a d'autres qui vont être créés. Je vois le signe sur toutes les boîtes américaines, c'est no hiring. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus besoin de personnes, elles n'ont pas besoin d'embaucher. Alors, la nature est en train de changer. Il y a des papiers qui ont été publiés, alors je suis en train de les lire en ce moment parce que c'était l'actualité, à l'issue du forum de Davos, et c'est des sociétés de conseil américaines qui traitent sur le sujet et de l'IA et de l'emploi. Et leur conseil, puisque là c'est des sociétés, je ne donnerai pas le nom, mais c'est des sociétés qui conseillent les CEO, les chefs d'entreprise et les grandes sociétés américaines, et elles disent en ce moment, leur discours c'est de dire il faut investir, il faut investir dans le capital IA et investir dans le capital humain, les deux en même temps. Donc, c'est peut-être une façon de préparer la prochaine étape, qui est de dire on aura des besoins. De toute façon, la force de travail, elle aussi, elle va changer. On va se servir de l'IA, on sera plus intelligent quelque part, parce qu'on ira beaucoup plus vite. Si on est plus intelligent, on aura besoin de moins de monde. C'est ça que j'essaie. Oui, mais on va créer plus de valeur. Donc la productivité va augmenter. Et si la productivité augmente, on peut distribuer ces gains de productivité. C'est autre chose. Ça ne veut pas dire que vous créez un emploi. Ça veut dire que vous faites le revenu minimal universel. C'est pas rien à voir. Non. Vous pouvez consacrer à d'autres activités. C'est là encore, on est dans un processus de destruction, création. On est schumpeterien. Je pense qu'on crée de la valeur, mais je ne pense pas qu'on crée de l'emploi. Je ne vois pas de preuve de création d'emploi pour l'instant. Par rapport à ça, quand vous regardez toute l'histoire du XXe siècle, c'est la technologie justement a permis de réduire le temps de travail et justement de dégager du temps pour les services. Et c'est pour ça que nos sociétés aujourd'hui sont servicisées. Donc, si vous voulez, sauf que s'il n'y a plus d'argent pour payer le service, ça ne sert à rien d'avoir des services. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, la technologie, ça nous a permis aussi d'avoir un niveau de vie qui a augmenté, un niveau de prospérité, et donc avoir accès à tous ces services qu'on n'avait pas. Et ces services ont été créés alors qu'à l'époque, on se disait ces services n'existaient même pas. Mais la question, c'est plutôt c'est un gros débat, on ne va pas faire toute l'émission dessus. La question sur la qualité de vie, je suis assez d'accord avec vous. Je ne suis pas certain que le travail aura encore toute la place qu'il a aujourd'hui. Je pense que ce sera différent, mais qu'il aura toujours sa place. Juste très rapidement, le placement de la semaine, vous aviez quelque chose à dire, Louis de Montalembert? Alors, c'est le retour de la rareté. C'est-à-dire que c'est la vengeance du physique sur le digital. C'est ça qui se passe à l'heure actuelle. Et donc, s'il faut se positionner en technologie, aujourd'hui, il faut se positionner dans les gens qui vendent à ces hyperscalers qui ont des programmes de CAPEX massifs. Je donne juste un exemple, parce que ça fait réfléchir, mais une boîte comme Micron qui fait des mémoires, les puces mémoires, c'était des trucs hyper cycliques, pas chers, etc. C'est devenu aujourd'hui le Graal, avec des prix qui ont augmenté de 60%. Donc c'est un exemple de où est-ce qu'il c'est très pointu. C'est assez pointu, mais il faut se situer du côté du physique. Le placement de la semaine. Le placement de la semaine, ce sont les secteurs défensifs, immunes à l'IA, immunes à la disruption dont on parle depuis tout à l'heure. Par exemple l'immobilier, je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Nous, dans plusieurs fonds, moi personnellement, dans plusieurs fonds, les premières lignes sont des valeurs immobilières qui fonctionnent plutôt bien. Il faut que les gens aient de quoi payer un appartement. Et après, si on est plus productif, on donne du pouvoir d'achat aux citoyens, et le citoyen peut dépenser ce pouvoir d'achat additionnel dans autre chose. Donc, il peut très bien aller faire ses cours chez Unibail, par exemple, chez Westfield. Voilà, après, l'assurance, par exemple, il y a des secteurs défensifs, aussi les services aux collectivités, ceux qui produisent l'énergie pour ces data centers, par exemple. Voilà.
Allez, on passe tout de suite au top ou au flop de la semaine. On commence par vous, Anne-Sophie. Top ou flop? Donc un top, excédent de la balance commerciale de la France au T4 de l'année dernière. Je pense que ça ne vous a pas échappé. Et grâce à quoi? 2 secteurs. Le secteur énergétique, donc là on revient à notre débat, et le secteur moyen de transport aéronautique. Donc là aussi, je pense que la balle est dans nos camps. Dans les 20 prochaines années, on le voit, explosion des ventes des voitures électriques. Donc on a vraiment une demande d'énergie décarbonée qui va être absolument croissante. Et la France est très bien placée. Allez, Cocorico, c'est pas Pierre qui l'a dit, c'est Anne-Sophie. Louis? C'est l'INSEE. Hein. Top ou... Ouais, c'est un flop. Moi, je pensais que vous alliez dire un flop, Louis de Montalembert. Top ou flop? Ouais, c'est un flop. C'est l'annonce des résultats de SAP et de Microsoft à un jour d'intervalle. C'est des boîtes qui ont perdu 16 et 10%. En fait, il faut imaginer, c'est des mastodontes. Normalement, ce genre de boîte perd sur des... Et c'était pas des résultats mauvais. Hein. C'était pas... C'est des résultats qui étaient peut-être un poil en dessous de l'optimisme. Microsoft, c'était l'annonce de l'investissement de 200 milliards qui a fait peur un peu quand même. Hein. Non, Microsoft, c'est parce qu'ils n'ont pas accéléré leur vente au niveau du cloud, là où... C'est chez Google que... mais alors après... Effondrement de 16% de SAP, qui est quand même la grande valeur technologique. Et 10% de Microsoft, c'est des centaines de milliards. C'est des centaines de milliards. C'est une boîte du CAC 40 qui disparaît en un jour. Quoi. Exactement. Pierre, top ou flop? Mon top a été quand même pas mal éventé depuis le début de l'émission. C'est bien sûr ces énormes investissements de ces sociétés américaines dans le... Dont on ne sait pas si c'est un top ou un flop. Voilà, donc moi c'est un top parce que nous on en a de ces acteurs les Max 7 américaines, on en a pas mal dans les portefeuilles chez la Finance à l'échiquier. Mais moi, à titre personnel, dans les fonds France, je veux dire, ou même sur les fonds européens que je gère, il y a plein d'acteurs qui vont profiter de ces investissements. C'est vrai que les sociétés américaines qui ont annoncé ces grands investissements en bourse ont plutôt tendance à baisser. Or, on a tous ceux qui vont profiter de ces investissements. Ceux-là, à mon avis, ont encore 10% de croissance. Donc, il y a notamment Schneider, Legrand. Ça, ce sont les acteurs classiques, je veux dire, sur la côte française. Sinon, en Suisse, ABB aussi, qui est un acteur, ou Siemens en Allemagne. Donc, c'est plusieurs top. Oui, c'est un top, oui. Ouais. Voilà. Non, mais c'est plusieurs top. Oui, plusieurs top. Ouais. Voilà. Bon, voilà, c'est simplement un champ de top. C'est un champ de top. Patrice? Je vous ai déniché un flop dans le top. Ouais. Ça s'appelle le Draghi Implementation Index. Donc, super rapport Draghi. C'est pas sympa, ça. Super rapport Draghi qui, donc là c'est un super top, qui concerne l'innovation, effectivement le retard européen et je dirais le recyclage de l'épargne européenne au sein de ces thématiques-là. Donc ils ont sorti un indice qui mesure en fait le degré d'implémentation des réformes. Il y a 383 réformes à faire. Non, pas du tout. C'est autour de Draghi et c'est repris par la Commission européenne. Donc 383 réformes, il y en a 40 qui ont été mises en place seulement, soit à peu près 11%, et surtout dans le secteur des services, des transports, et le secteur un petit peu de l'énergie. Donc, grosso modo, tout reste à faire. Mais est-ce que ça progresse ou est-ce qu'on a fait 11% ou 10%? Alors, ça s'est arrêté. Non, ça progresse. Alors, l'indice est relativement récent, il est sorti en 2025. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la tendance. D'un trimestre sur l'autre, il a plutôt tendance à progresser. Par contre, la progression est inégale, puisque aujourd'hui, le premier a 27%, je crois, d'avancée dans le secteur des transports, alors que le reste, on est très, très en retard. Donc, tout reste à faire. Allez, on passe tout de suite au top 3 des gérants avec Frédéric Rosier en tête avec 6,7%, Sébastien Corchia qui rentre dans le top 3 avec 6,3%, Céline Picmal qui résiste au repli des matières premières et qui fait 5,5%. Et maintenant, je vais me tourner vers mes gérants. Et d'ailleurs, Pierre, juste, on va faire votre portefeuille et ensuite, je voudrais que vous reveniez sur ce que vous avez dit dans les tops, parce que c'est quand même intéressant de savoir, au-delà des actions que vous allez nous conseiller, d'autres actions. Alors, vous avez du Atos, Atos avec 2 S. Hein. Oui, c'est un éditeur de logiciels allemand. Alors, inutile de vous dire qu'on a passé une sale journée compliquée cette semaine. Et donc, mais on le garde ou pas? Non, voilà. En plus, ils ont publié des super chiffres qui étaient super aux attentes. Donc tout va bien, mais il y a le contexte dont on parle depuis tout à l'heure. D'accord, donc on garde. Non. En le vend. C'est inutile de... D'accord. ID Logistics. Très compliqué de s'entêter. Voilà. ID Logistics, bien évidemment, on conserve. Séché Environnement. On conserve également. Arcadis. Oui. EDP Rénovaveis. Oui. Carrefour. Bien sûr. Pourquoi bien sûr Carrefour? Expliquez-moi, ça m'intéresse. Carrefour, c'est exactement ce sur quoi on investit en ce moment. C'est des valeurs défensives qui peuvent profiter de l'IA, mais qui ne se font pas disrupter par l'IA.
et qui, donc cette semaine, donc on a vu ces dégagements sur tout le secteur des softwares, des entreprises de services numériques, et donc les investisseurs se sont réfugiés sur les dossiers sécurisés, défensifs, prudents, et Carrefour a fait une très belle semaine. Voilà. D'accord. Et Orange aussi, par exemple. Donc Orange, c'est une valeur refuge. Voilà, une valeur refuge dans ce climat anxiogène, et donc c'est pour ça qu'il faut Knorr-Bremse. Knorr-Bremse aussi, également. Qu'est-ce qu'on achète alors ? Alors on achète Unibail. Okay. Dans cette même logique. Donc Unibail aussi franchit régulièrement des plus hauts en ce moment. Il y a une décote par rapport à son actif net réévalué qui est importante, qui est supérieure à 20%. Et voilà, une activité résiliente. Voilà. En plus, ils ont vraiment bien renforcé le bilan en cédant des actifs parce qu'ils étaient très endettés. Ouais. Donc tous ces éléments font que ça commence à bien se présenter, d'autant plus que le comparable direct, c'est Klépierre. Et Klépierre a déjà fait un super parcours. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui vont sortir de Klépierre pour aller sur Unibail. Et deux CRSI. Alors, deux CRSI, donc ça, c'est le côté, la French Touch un petit peu, donc dans cette gigantesque méta-tendance de l'IA. En fait, ce qui va se passer, donc là, tous ces investissements colossaux qui ont été annoncés récemment par les Mag 7 vont aspirer énormément d'énergie de tous les suppliers sur tous les sujets. Voilà. Et donc, vous avez de petits acteurs, comme des CRSI qui font des serveurs sur mesure et qui les installent dans les data centers, qui n'étaient pas très sollicités par le passé et qui, là, devant cette ruée vers les serveurs, etc., sont sollicités et sont même sollicités pour des contrats qui sont de plusieurs centaines de millions d'euros, ce qui à l'échelle de DCRSI, c'est colossal. D'accord. Donc c'est une société qui pourrait c'est quoi comme type de capi ? C'est une petite capi ? C'est 350 millions de capitalisation boursière. Donc c'est une société qui pourrait éventuellement, mais c'est pour vraiment les gens avertis, les gens qui tolèrent de la volatilité. C'est pas un dossier de tout repos, mais c'est un groupe qui pourrait potentiellement complètement changer de dimension avec cette tendance dont on parle depuis tout à l'heure. Allez, Louis de Montalembert, on va faire le grand nettoyage de printemps. Vous avez du Snowflake ? On garde parce que c'est ce qu'on appelle le data layer, même si ça fait vraiment... Monday, bon bah ça évidemment on sort. Elastic. On sort. MongoDB. On garde. Procore. On garde parce que c'est un vertical métier. Adyen. On garde. Viva. On sort. CyberArk. CyberArk, c'est sous OPA de Palo Alto. Et donc, comme c'est payé en titre, je propose qu'on la change pour Palo Alto. Voilà, Broadcom. Ça, on garde puisque c'est essentiellement des semi-conducteurs. Synopsys. Ça design des semi-conducteurs et c'est un duopole. Donc, même si ça ne marche pas très bien aujourd'hui, ça devrait... Et ServiceNow. Ça, pour le coup, ça dégage. Ok, et qu'est-ce qu'on achète alors ? Alors, moi, je vais dans le même sens que Pierre. En fait, c'est vrai qu'il y a un sujet qui est central dans l'IA, c'est l'électricité. En fait, quand on parle de l'installation d'un data center... On voit qu'il a eu peur de vous, Anne-Sophie. On parle en gigawatts. L'unité, ce n'est pas le nombre de puces GPU, c'est des gigawatts. D'accord ? Et donc, il y a un double sujet autour de l'électricité. Il y a les data centers et il y a l'électrification de l'économie de manière générale. Quand on parle de robots... de plus en plus de robots humanoïdes ou de voitures électriques. Et donc, on a un champion national qui s'appelle Schneider Electric, champion national français, serviteur. Schneider Electric, donc, qui est une très belle entreprise spécialiste, qui est le leader mondial même de la moyenne et basse tension, avec en plus des logiciels d'optimisation. C'est 40 milliards de chiffre d'affaires, avec une croissance qui s'accélère. Ce n'est pas une croissance extrêmement puissante, mais on va passer de 5 à 7% de croissance, à peu près 19% de marge. Donc c'est extrêmement solide et c'est une entreprise qui est très bien positionnée dans tout ce chamboulement énergétique qu'on va connaître globalement. Vous avez un petit rattrapage là. Anne-Sophie arrête pas de faire. Il est pas mal. Il peut revenir ou pas ? Il peut revenir. Ça fait partie de vos valeurs défensives, Pierre. Il y en a d'autres équivalentes. Nous, on en a 4 dans les portefeuilles sur ce sujet. C'est Siemens. Siemens Energy. Siemens. Donc c'est un peu plus diversifié, mais ils ont des activités d'électrification. Aussi Legrand, bien sûr, en France. Et ABB en Suisse. Donc ABB a publié des chiffres récemment qui étaient très bons, en fait, très encourageants. Le titre a pris pratiquement 10%. Donc je veux dire, là, la tendance est claire. Et pourquoi pas Siemens Energy ? Parce qu'on nous l'a... Alors nous, on a des fonds qui sont des fonds durables. Et donc comme Siemens Energy a des activités encore fossiles sur certains pans de son activité, donc du coup, moi, je ne peux pas investir dedans. Mais nous qui aimons bien les énergies fossiles. Un dernier point sur Schneider Electric, ça n'a pas beaucoup bougé. Ça n'a fait que plus 7% en un an. Donc en fait... Et ça n'avait pas mal baissé avant, non ? Non, je me trompe.
C'est assez volatile à l'heure actuelle, mais par rapport à un Siemens Energy ou un GE Vernova, c'est quand même une bonne option. Après, vous avez d'autres thèmes aussi, ce sont ceux qui tirent les câbles pour relier. Donc là, vous avez en France, on a Nexans, en Italie, on a Prysmian, ou dans les pays scandinaves, il y a NKT aussi. Donc ça fait partie des acteurs qui vont complètement profiter. C'est vraiment les pelles et les pioches, ce que vous nous dites, exactement. Plus l'électricité quand même. Qui est bon, après, il y a l'énergie renouvelable, les producteurs d'électricité renouvelable aussi. EDPR, nous, j'ai EDPR dans la liste, exactement pour jouer ce que tu dis là. Merci à tous, c'était passionnant. Il y a plusieurs thèmes qui feraient l'objet d'une bonne émission. Merci de nous avoir suivis, merci à tous nos invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission, on me dit qu'elle sera exceptionnelle. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir, nous réécouter en replay, en podcast sur toutes les bonnes plateformes. C'est votre argent sur BFM Business.